Emma Lebaille, Mes essentiels avec Laetitia Michaels. bonjour Laetitia, Bonjour. ravie d'être avec toi aujourd'hui pour pouvoir échanger sur la manière dont tu as traversé cette, période particulière depuis près d'un an maintenant, du point de vue de ta création. Et dans un premier temps, j'aurais aimé que tu me racontes à quoi ressemblait ta vie de réalisatrice avant le premier confinement? Comment ça s'organisait pour toi? Comme j'habite à Pau, donc je suis à la fois décentralisée au niveau de la capitale de notre pays et décentralisée vis-à-vis de la capitale de notre région. Donc j'étais pas mal dans les trains, oui, pour 1 fois par mois me rendre, à Paris pour différentes obligations professionnelles et il m'arrivait aussi de voyager aussi à l'extérieur. D'ailleurs, quand le, confinement a eu lieu, je devais prendre un avion. Je devais prendre un des derniers avions qui était autorisé à atterrir aux États-Unis, voilà, juste quelques jours après l'annonce de Trump. Donc ça, c'est vrai que ça a un peu freiné au sens, physique, mon corps, cette pandémie. Là, pour reprendre sur ce qui se passait avant, c'était pas mal de déplacements. Tu t'accompagnais un film à ce moment-là encore? Ton dernier film? Oui, je l'avais déjà accompagné pendant le mois du film documentaire, donc il avait quand même, circulé, il avait fait quelques festivals et c'était un petit peu la queue de comète des festivals. Mais il y avait encore quelques projections et comme il s'agit d'un film qui s'appelle Que l'amour et qui parle d'un jeune chanteur, Abdel Khalid qui interprète des chansons de Brel. Souvent, le film est couplé aussi avec des concerts. Les médiathèques ou les salles aiment bien ça. Ça marche bien. Et là, pour eux aussi, ça a été un coup dur parce que tous les concerts qui avaient été préparés aussi avec les musiciens ont été, pas annulés, on espère, mais reportés. Et d'ailleurs, oui, il y en a certains qui ont, pu être reportés lorsque les salles ont rouvert, brièvement. Oui. D'accord, et donc en fait, si on reprend là, le début du confinement, pour toi, c'est un coup d'arrêt, tu dois partir aux États-Unis. Pourquoi? Ouais. Je devais partir aux États-Unis parce que, j'avais réussi à obtenir décrocher une résidence d'artiste qui s'appelle, Yaddo, la fondation Yaddo qui est à Saratoga Springs, à 1 heure en train de New York. Je parle en train, c'est vraiment la preuve que je suis une Française avant tout. Mais oui, et c'était pour 1 mois et c'était vraiment chouette de pouvoir, de savoir que je pouvais, avoir ce lieu-là pour me consacrer à l'écriture et d'être un petit peu déconnectée même, temporellement de la réalité, française. Et vraiment, voilà, j'y voyais comme un moment de concentration et puis de rencontre aussi avec des artistes américains, des écrivains, pas mal. C'est une très belle résidence multidisciplinaire, donc il y a aussi bien des danseurs que des écrivains, qui sont invités ou je crois aussi des chercheurs parfois. Donc bon, bah, ça n'est que reporté à plus tard. Donc là, ils sont en train d'essayer petit à petit de réinviter, avec tout un protocole, bien précis pour protéger en fait, leurs invités artistes. Donc peut-être que je vais pouvoir y retourner, soit cet automne, soit, en début 2022, Et l'hiver. comment tu réagis, à cette nouvelle? Tu étais prête à partir, donc j'imagine que tu t'étais déjà projetée dans ton travail. Comment tu Bah, rebondis? Comment tu oui, j'ai vraiment eu la sensation d'une batte de baseball qui me brisait les genoux, un petit peu à la Tonya Harding, oui, c'est vrai. Mais mais après, oui, c'était un petit peu difficile parce que oui, j'avais fait tout un petit emploi du temps là-bas. Déjà, j'ai de la famille à New York. Ensuite, il y avait le festival de Montréal qui avait sélectionné le film, donc j'étais toute contente, de pouvoir être invitée là-bas et de passer quelques jours là-bas. Et ensuite, je devais aller à la résidence. Donc c'est plutôt des belles choses et bien sûr, tout est freiné dans l'élan. Ça, c'est pour le confinement, mais bon, après on se fait une raison et on comprend très bien pourquoi est-ce que ça a lieu. Mais c'est vrai qu'il y a eu le petit effet de sidération que tout le monde
a vécu avec le pincement au cœur de laisser passer d'aussi belles occasions, quoi. Et sans savoir, dans quel calendrier ça allait pouvoir, ou pas se faire. Là, tu parles de peut-être Ouais, 2022, donc au final, ce serait 2 ans oui. de En fait, décalage. exactement, il y avait la sensation que tout était perdu, que rien n'allait pouvoir se refaire. Mais en fait, le festival, le FIFA de Montréal a été l'un des premiers festivals à mettre son édition en ligne. Donc ça, c'était pas mal. Les gens ont pu, voir les films, sur internet. Bon, bien sûr, c'est pas idéal, mais ça a quand même sauvé, en fait, un peu, le festival et permis de faire connaître les films. Donc ça, c'était chouette. Et puis, grâce à ça aussi, j'ai obtenu le prix du jury, donc j'ai été contente. Et puis, pour la résidence, oui, c'était vraiment l'incertitude totale. Parce que jusqu'à la dernière minute, vraiment, on se demandait si je pouvais venir. Et puis, en fait, ils ont tout annulé. Donc là, là, c'était un coup dur au moral parce que c'était vraiment, je l'envisageais comme un vrai moment, salvateur pour moi dans tout le tumulte de la vie quotidienne, d'avoir des moments de résidence comme ça, c'est vraiment très précieux et d'autant plus quand ça se passe à l'étranger, où il y a cette déconnexion qui s'effectue beaucoup plus fortement et puis aussi de pouvoir rencontrer, des artistes un peu, d'horizons différents, ça aussi. Mais c'était un crève-cœur. Mais après, assez rapidement, ils ont dit, ils nous ont rassurés en disant qu'ils allaient tout faire pour qu'on puisse, quand bien même on postule avec un certain projet, avec, un temps particulier, et des dates qui ont un sens aussi pour son projet, ils comprennent aussi que c'est une opportunité, un privilège, donc ils vont reporter les dates. Et pour toi, qui étais dans un calendrier, tu partais avec un projet sur lequel tu prévoyais d'avancer. Est-ce Oui. que tu as, du coup, continué à travailler sur ce projet malgré tout? Est-ce que tu t'es Voilà, laissé porter? la résidence de luxe, s'est transformée en résidence chez soi et au final, c'était bien aussi. Non, j'ai la chance, comme je suis à Pau, les loyers sont pas si chers et j'ai la chance d'avoir un bureau rien que pour moi. Donc ça, c'est aussi, quelque chose de très important. Je pense, aux personnes qui ont une vie de famille, très intense et qui, en plus, n'ont pas forcément de lieu approprié pour pouvoir travailler, notamment ceux qui écrivent ou qui ont un travail qui nécessite cette forme de concentration. Je pense que pour eux, ça a dû être vraiment bien plus difficile. Donc là, je compatis complètement de se trouver, mais puis même pour les enfants aussi, de se trouver un endroit pour bien faire leurs devoirs, alors que leurs parents sont à côté en train de travailler, de parler au téléphone. Ou ça devait être pénible. Moi, je n'ai pas d'enfant, donc ça aussi, c'était quelque chose de plus facile à gérer pour ça. Et, et mon compagnon aussi, il a l'habitude de travailler à la maison, donc on n'était pas très dépaysés pour ça. Mais Toi, ouais. habituellement, tu travailles chez toi, tu as besoin d'être au calme pour écrire plutôt que dans un lieu, public où il y a du passage ou En fait, j'aime bien en temps ordinaire, quand je suis ici à Pau, j'aime bien diviser ma journée en 2. C'est-à-dire le matin, je vais dans un café, c'est vrai. J'aime bien ça, en fait, aller prendre mon café à l'extérieur, voir un peu de monde, lire un peu le journal, dans le café et puis, sortir mon ordinateur et travailler un petit peu. Il y a quelques lieux assez sympathiques ici pour le faire. Ça me permet de sortir de chez moi et de marquer, justement cette petite frontière un peu symbolique entre le temps personnel et le temps de travail, qui est complètement aboli en fait dans nos métiers, il faut quand même le dire. Mais justement, il faut essayer d'en réinstaurer quelques-unes et de se donner des horaires, parce qu'on est soi-même son propre patron. Donc, comme on est soi-même son propre patron, on est son pire patron en fait. Il n'y a pas de pire au niveau des. Mais on doit être aussi son syndicat, je pense. Donc, on doit essayer de s'imposer des horaires. Bon. Je pense que la force du patron a pris le dessus et a écrasé le syndicat chez moi. Ben, j'ai plus d'horaire, je bosse tard le soir, le week-end. Donc, ouais. confinement ou pas confinement? Est-ce que ça change? Est-ce que ça a changé? Non, ou pas confinement. Si, ça a changé. En fait, le confinement, c'est clair que et ben, j'ai travaillé non-stop, en fait.
j'ai travaillé le samedi, le dimanche, juste, le soir où je m'imposais, voilà, de m'arrêter à 8 heures. Mais donc du coup, voilà, de 9 heures 9 h 30 jusqu'à 8 heures et tous les jours et c'est à la fin du confinement où je me suis rendu compte, mais en fait, jamais je me suis arrêtée le dimanche pour faire quoi, en fait? Comme tu peux ni sortir voir tes amis, ni sortir, te promener, en nature, ni sortir ni aller voir des films ou des concerts, ben, tu travailles. Donc oui, oui, j'aurais pu passer ma journée dans la télé, mais bon, c'est pas ou lire un livre, mais je j'ai jamais fait ça même depuis des années. Donc De ouais, lire un j'ai livre vraiment dans la c'est journée, c'est ça? voilà, exactement. Tu lis dans le train ou quand tu te déplaces? Oui, je Ouais. lis oui, exactement. Je lis beaucoup quand je me déplace, je lis le soir jusqu'à ce que mon livre tombe sur moi, comme ça, de fatigue. Mais c'est vrai, oui, j'ai pas pris ce temps en fait de décompression, en m'imposant des journées de repos. Et ça, peut-être que lorsqu'on est en famille, c'est plus facile à prendre avec ses enfants et c'est quelque chose de peut-être plus régénérant, en fait. Parce que là, du coup, c'était vraiment comme une sorte de longue course d'endurance. Et cette course, elle dure jusqu'à la mi-mai. Le premier déconfinement, arrive. Comment tu vis ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Et bien, non, ça fait du bien de pouvoir en effet sortir, se promener, voir les amis. J'étais la première lors de la première séance matinale au Méliès de Pau. Heu, mais, hem, mais par contre, en fait, peut-être que tu gardes ces fameuses, habitudes qui est-ce qu'elles sont mauvaises ou bonnes? En tout cas, tu les gardes, ces habitudes de travailler jusque tard le soir et de travailler même le week-end. Ouais, ouais, que j'avais un petit peu enclenchées, mais là qui sont restées un petit peu implantées. Et voilà et l'impossibilité de reprendre cette petite routine, d'aller dans les cafés, mais bon, on y survit. C'est surtout, oui, bon, bah, comme pour tout le monde, de pouvoir voir un petit peu ses proches, de voir les amis qui influent énormément sur le moral sans qu'on s'en rende compte, en fait. Parce que quand bien même on les a au téléphone, c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qui change pour toi dans le fait de les voir en vrai? Ah oui, je sais pas, en fait, je crois que je n'aime pas le téléphone. Je n'aime pas le téléphone, je n'aime pas trop, faire on avait fait quelques réunions Zoom, là, les fameux apéros et je trouve ça d'une tristesse incroyable et ça me met mal à l'aise et j'ai l'impression de ne pas être du tout naturelle et peut-être parce qu'il y a cet effet comme si on était sous les yeux d'une caméra, en fait, ça doit être ça aussi. Donc oui, bah, c'est paradoxal pour une documentariste, mais je n'aime pas particulièrement être filmée, donc là, par exemple, c'est un petit effort. Et oui, il doit y avoir ça dans les réunions Zoom, le fait d'être, cette sensation d'être filmé en continu avec ses propres amis ou sa famille. Je pense qu'il y a quelque chose de bizarre. Par contre, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir assister à certaines réunions qui auraient dû se dérouler à Paris ou à Bordeaux et que j'aurais loupé parce que je ne peux pas toujours passer ma vie dans les transports aussi et du coup, je pense que dans une forme de décentralisation, d'effort de décentralisation, c'est pas mal aussi de laisser cette option ouverte, parce que, notamment pour les scénaristes et les réunions d'associations de scénaristes auxquelles j'adhère, bah, tout se fait à Paris et je peux pas forcément y participer. Donc avec ces réunions Zoom, je me sentais plus inclus, je pouvais participer ou du moins écouter, plutôt, et ça c'était un petit plus. Et concernant ton travail, donc tu continues à écrire le projet pour lequel tu étais censée partir en résidence. Est-ce qu'il y a Ouais. des projections, des choses qui redémarrent, à partir du déconfinement ou pas? Comment les choses, se passent de point de vue de ton travail? Il y a eu, donc cette petite tournée qu'on devait faire avec le film et les concerts, en Charente-Maritime. Donc c'était très chouette. Donc on a pu faire ça avec, en effet les règles pour protéger les spectateurs avec des distances de sécurité entre chaque spectateur. Et de pouvoir rencontrer quand même le public, dans ces conditions, c'était quand même, ça faisait du bien. Je pense que ça faisait du bien à tout le monde,
d'aller aussi écouter du Brel, ça fait du bien à tout le monde, j'espère. Et donc ça, c'est la reprise de la diffusion du film, un petit peu au coup par coup comme ça. Pour l'écriture, oui, en fait, j'ai continué un petit peu coûte que coûte et là, je suis encore en train de l'écrire. Donc, au final, même s'il y avait ces grosses plages, de rien, on va dire, de vide, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'en fait, je les ai comblés par, plein d'autres choses qui servaient pas forcément à l'écriture. Justement, à beaucoup téléphoner pour prendre des nouvelles des uns et des autres. Et il y a ça et puis, je sais pas, le temps s'est envolé. Lorsqu'on vivait, on avait l'impression d'un temps étalé qui n'en finissait pas et en fait, quand ça s'est terminé, moi, j'ai eu la sensation que ça s'était passé, en un éclair au final. C'est un peu la sensation qu'on a quand on est en salle de montage. Presque. Quelque chose qui est hyper intense au moment où on le vit et après, en fait, on voit pas les journées passer et après quand on en sort, on se dit: «Mais j'ai passé tout ce temps, mais c'est» ça bousille un peu les notions de temps, oui, c'est sûr. Et quand tu dis: «Quand on en sort», c'est à quel moment tu as la sensation d'en sortir? Parce qu'actuellement, on est toujours dans un flou, sur Mmh. la rouverture des salles de spectacle, des lieux culturels, des cinémas. Ça fait Mmh. 4 mois que ça dure. On est près d'un an après le 1er confinement. Comment tu vis cette période-là? En fait, je suis mitigée parce que je suis impatiente que ça reprenne, bien sûr, mais en même temps, je comprends, en fait. Je comprends que ce soit pas possible, notamment pour, tout ce qui est les concerts et où là, on bouge, on crie, on on postillonne, donc peut-être que pour les cinémas, je n'ai ce serait quelque chose à réviser parce que c'est vrai que, j'ai pas l'impression que ce soit un lieu particulièrement dangereux de par, le statisme des participants et mais oui, c'est quelque chose qui est très pesant et en même temps auquel j'adhère, en fait. Je me dis, le nombre, de personnes qui ont été, décimées à cause de ce virus, il suffit d'y penser pour accepter plus facilement les mesures. Donc je ne suis pas, violemment, et à fond pour que tout reprenne comme et en criant ma souffrance, de ne pas pouvoir aller au cinéma. Je pense aux familles qui n'ont pas pu dire au revoir aux personnes qu'elles aimaient sur leur lit d'hôpital et ça me calme immédiatement, en fait. Voilà. Et comment tu combles malgré tout, le fait de pas pouvoir aller au cinéma? Par exemple, tu disais que tu as été une des premières spectatrices à y retourner au moment du Ouais. déconfinement en mai. Heu, Malgré toute la sagesse là que tu évoques, ce vide-là qui j'imagine occupait beaucoup ton quotidien avant, il est où? Il est rempli d'autres choses? Comment tu vis En avec? fait, c'est très bizarre parce que je suis très attachée au Méliès, de Pau. J'aime beaucoup la programmatrice Vicentia et le directeur et toute l'équipe du Méliès. J'adore, y aller. Je trouve que la programmation est absolument formidable et que j'ai une chance incroyable. On a choisi l'appartement parce qu'il était à 8 minutes du cinéma, hein, faut le savoir aussi et donc c'est vraiment un endroit qui me plaît. Par contre, tout ce qui a été, les diffusions de films, en ligne, que proposent les cinémas, c'est quelque chose, qui m'est difficile, en fait, de faire parce que j'ai l'impression, au contraire, là, les directeurs de salle n'aimeraient pas ça, mais faire insulte un peu au film. Ce que j'aime, moi, c'est vraiment me retrouver avec d'autres personnes, de vivre des émotions muettes, quand bien même elles ne sont pas partagées, mais dans une sorte de communion silencieuse et de le voir aussi le film dans de très bonnes conditions, bien assis, ne se consacrant qu'à ça et avec un son et une image parfaite. Euh, de regarder un film sur internet, je trouve pas ça super en fait. Donc je me suis pas tenue au courant de cette actualité-là qui était assez maigre du coup. Et par contre, j'étais très mauvaise élève, c'est-à-dire je me suis abonnée à Netflix
et j'ai regardé des séries. Je sais, c'est mal pour une documentariste, c'est pas bien, mais je l'ai fait avec grand plaisir. Je crois que ça a même sauvé mon moral, il faut le dire. Mais J'ai tout rattrapé je parce que partage, j'étais prise. tu n'es pas seule, hein, ne t'inquiète pas. Et c'est, vraiment, voilà, un comportement extrêmement commun. Par contre, je me suis jurée, une fois que les salles réouvrent, plus de Netflix et ça, je tiendrai parole, ouais. Mmh. Donc voilà. Et donc pour, continuer sur, ces vides qui se sont créés de fait avec, la fermeture des lieux culturels, heu, qu'est-ce qui te manque le plus à toi, depuis, ce premier confinement par rapport à ta vie d'avant? Oui, clairement aller au cinéma, heu, aller, aller dans des aller au concert aussi, là, il y a aussi une belle salle à la centrifugeuse à Pau, donc je fais une petite pub pour ça et et puis, pouvoir aussi, voyager, rencontrer les gens de façon le cœur léger, en fait. C'est la crainte constamment de contaminer quelqu'un sans le vouloir. Cette crainte, cette rencontre dans la légèreté me pèse. C'est plus le contact, dénué de toute arrière-pensée, glauque. Si on y revient, ça sera, je pense, quelque chose qui m'allégera d'un poids énorme. Ça t'occupe, l'esprit en Oui. sourdine? Par contre, je pense que la culture, enfin, on ne vit pas lorsqu'on était confiné, on ne vit pas sans culture non plus. La culture ne se résume pas au cinéma, on peut facilement lire, lire des BD, lire des livres, lire, tout ce qu'on veut. On peut facilement écouter de la musique, il y a encore, quand même pas mal de choses qui sont accessibles. Faire de la musique, voilà, faire de la photo, je pense que c'est encore il y a encore des petits interstices comme ça qui sont tout à fait possibles. Et est-ce que tu as le sentiment d'avoir appris quelque chose, sur toi à travers ces différentes étapes, qu'on a évoquées? Sur moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que on a appris quelque chose sur le monde, c'est-à-dire quelque chose qui nous semblait complètement incroyable et inimaginable, même dans un film de science-fiction, quelque chose qui nous paraîtrait complètement outrancier, est arrivé et tout le monde s'est arrêté au même moment partout. Et ça, et cette sorte, là aussi de moments partagés, dans tous les coins de la planète, c'était assez, extraordinaire. Ça tu la sensation d'avoir vécu un moment assez historique, en fait, pour ça. Et ce que j'ai appris sur moi, je ne sais pas. J'avais peur de péter un plomb et je n'ai pas pété un plomb. Donc c'est plutôt une bonne chose. J'apprends que je suis quand même un peu plus résistante que ça. Donc ça va plutôt. De péter un plomb à cause du J'avais l'impression confinement? j'avais peur, en fait, ce qui me semblait très anxiogène, c'était, le décompte des morts, en fait, et plus que le fait d'être enfermé. Et en fait, bah, je ne sais pas, il y a une forme de résilience dans l'esprit humain, on s'habitue à tout, on englobe, ça ne veut pas dire qu'on manque d'empathie, mais on peut, faire face à ça. Et moi, je trouvais que le plus dur, c'était ça, c'était les témoignages des soignants qui se battaient, qui craquaient, et cetera. Et ça, plus que l'idée d'être soi-même enfermé, c'était ça, ce décompte, complètement, morbide, qui, je pense, allait, finir par m'affecter, saper complètement mon moral. Et en fait, bon, ça je pense qu'on s'habitue, mais s'habituer ne veut pas dire qu'on se désensibilise. On arrive à mettre, quelque chose entre soi et une réalité qui est quand même assez, difficile. Et je pense qu'on en est qu'à la première vague, c'est ça aussi où maintenant va venir toute cette vague de précarité sociale qu'on va se prendre dans la figure, sur un assez long terme, et ça va être aussi, quelque chose à endurer, en fait. Voilà. C'est
C'est quelque chose qui travaille sur la durée et sur l'endurance, qu'on est tous en train d'opérer. Tu parles de sensibilité, moi ça me fait tout de suite, écho à ta posture de réalisatrice, de documentaire, pas seulement, mais aussi de documentaire. Est-ce que tu fais un lien entre, ta manière d'appréhender ce réel, là et ton travail? Est-ce que ça a provoqué quelque chose par rapport à ton travail ou est-ce que tu t'en es vraiment, écartée? Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça a inspiré, qui, se sont emparées de ce qu'ils vivaient pour faire des journaux, par exemple, sur leur confinement. Moi, ça m'a pas du tout interpellée, ou alors d'autres personnes qui s'interrogent dans les fictions aussi, comment est-ce qu'on va intégrer l'idée du masque? Comment on va intégrer cette histoire particulière? Là, moi, je trouve ça complètement glauque, j'aimerais pas du tout réfléchir à ce genre de choses. Imaginer aller voir des gens, masqués au cinéma a priori, me plaît pas trop. Hem Par contre, je me demande si le fait d'être confiné va pas et ce manque de possibilité d'aller sur un terrain ou d'aller faire ces rencontres légères dont je parlais et directes et un peu, presque physiques, en serrant les mains, en embrassant des gens, va pas susciter une sorte de vague de documentaires, basés sur des films d'archives. J'en suis persuadée, en fait. Ça va être une sorte de mode parce que là, je me suis dit: «Ah, il y a quelque chose à faire sur des formes d'archives modernes, en fait». Et par exemple, du travail sur ce qui circule sur YouTube ou sur même sur des archives, régionales et ça, je pense qu'il va y avoir tout un courant comme ça. Dans 1 ou 2 ans, on va être submergé de ça, mais je trouve ça intéressant parce que ça va sans doute, complètement réinterroger cette forme, la bousculer, parce qu'il y aura tellement de propositions qu'il va falloir sortir son épingle du jeu et trouver quelque chose d'assez original. Donc ça, je me demande si ça va être un courant. Ouais, ça va être intéressant à voir. Ou quelque chose peut-être aussi une autre chose, ça va être, un documentaire plus introspectif qu'on connaît déjà, mais quelque chose de plus personnel peut-être, avec tous les écueils que ça peut avoir. Mais moi, non, moi, enfin si, j'avais bien sûr puisque je dis ça, j'avais une petite idée de reprendre des films d'utiliser cette matière d'archives, contemporaines, mais je ne sais pas si je vais vraiment donner suite. Ça me semble compliqué. Tu étais sur un autre projet, enfin, dans ce que j'entends, tu étais voilà, tu étais, en train d'écrire un autre film. Ouais, Comment tu te ouais. projettes dans la suite? Est-ce que tu penses que tout ce que tu as décrit sur ta manière d'avoir, en fait, traversé, cette période, en mode, travail, 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 presque plus qu'avant, ça laisse des stigmates pour la suite? Est-ce que ça va te servir, d'une certaine manière pour, aborder ton travail, différemment après? Comment tu vois les choses maintenant? Les stigmates, moi j'irai pas jusque-là parce qu'en fait mon travail je l'aime bien, je t'avoue. Heu ce que ce qui était marrant aussi dans cette période de confinement, c'est que parfois quand tu es à table, enfin que tu travailles, tu as besoin de couper, tout, le téléphone, les mails et cetera et c'est le fait d'avoir une vie normale, active et cetera, te permet d'avoir de bonnes excuses pour ne pas répondre au téléphone immédiatement ni à tes mails. Là, comme tu es bloqué, tu es obligé de le faire, j'ai l'impression d'être, trop sollicitée, de devoir répondre immédiatement parce que je suis pas censée faire autre chose que d'être là et réceptive. Donc j'aimerais bien pouvoir en effet, bon, je sais pas pourquoi je dis ça, mais du coup, mon travail, bah, je l'aime assez, mais je je pense pas que ça va m'affecter énormément. J'ai juste hâte, en effet, de me retrouver dans des circonstances comme des sortes de bulles, où on est moins sollicité par le monde extérieur que sont, par exemple, les résidences ou les voyages à l'étranger et où là, tu peux vraiment avancer et entrer dans une grotte, et pouvoir te plonger en toi-même, ce qui est difficile lorsque tu t'imposes des petits horaires comme ça, même réguliers, je trouve. J'aime bien pouvoir, m'enfoncer comme ça au fond de la grotte, toute seule. Donc ça, ce sera assez agréable de pouvoir, partir de chez soi aussi, en fait, pour mieux travailler. C'est la seule chose que je vois autrement.
finalement, je pense que je vais continuer la banalité de ma vie, ma vie de travail. Alors, je te donne un petit cadeau virtuel pour terminer, une baguette magique qui contient un vœu que tu peux faire là, ce matin, concernant la suite pour toi. Bah, pour moi, de façon très, très égoïste, hem, eh bien, j'aimerais bien en fait, j'ai écrit un autre scénario qui est un peu entre les mains de producteurs aux États-Unis, notamment Killer Film et qui est une super société de production. Eh bien, j'aimerais bien que ça marche, qu'ils arrivent à trouver des financements pour que ce premier scénario puisse se faire et ça, ce serait génial et donc je partirai de nouveau aux États-Unis et tout sera réparé. On verra bien. Ça, ce serait super. Ouais. Et pour finir de conclure, je te propose de me décrire l'image que tu retiendrais, comme la plus forte ou la plus symboliquement forte pour toi depuis 1 an. Alors, il y en a une qui est très glauque et une qui est très mignonne. Alors, je vais commencer par la très glauque. C'est là récemment, par exemple, au Portugal, parce que j'ai aussi un lien très fort avec le Portugal, où j'ai vécu et mon ami est franco-portugais. C'est un croque-mort qui est en train d'entourer un cercueil d'un film plastique et qui dit, il est complètement en combinaison sanitaire, hein, on va dire, et qui supplie les gens en disant mais faites attention, on ne sait plus comment faire, on n'a plus assez de cercueils. Et là, je trouvais ça tout à fait glaçant et voilà. Et de savoir qu'il y a cette queue en fait qui attend, cette file de corps qui attend de trouver des cercueils, je trouve ça affolant. Et sinon, l'autre image un peu plus légère, on va dire, c'est les fameux petits canards qui marchent sur la place de la Concorde. Je trouve ça trop bien. Cette façon dont la nature a repris le pouvoir sur les villes pendant quelques semaines, c'était d'une poésie folle en fait, je trouvais. Les biches en plein cœur de Turin, les sangliers qui déboulent n'importe où, à San Francisco, tu voyais des loups qui débarquaient près du Golden Gate. Enfin, je trouvais ça magnifique en fait. Donc, et c'est peut-être prémonitoire de quelque chose. Donc, non, je sais pas. Là, en tout cas, l'idée des petits canards sur la place de la Concorde m'a fait chaud au cœur. Alors pour Voilà. parler de prémonitoire, là C'est peut-être ça en fait, cette période très très bizarre qu'on a traversée, c'est cet éventail et ce grand écart d'émotions en fait, entre une forme d'émerveillement et puis une horreur absolue de la personne qui pleure parce qu'elle n'a pas pu rendre visite à sa mère à l'hôpital. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui est difficile à gérer pour tout le monde, c'est ce grand écart d'émotions. mmh. Ouais. Et là, par rapport à cette dimension prémonitoire, là, on est vraiment dans une période où on ne sait pas comment les choses vont avancer. Je te propose qu'on continue cette conversation dans 1 an, qu'on la reprenne en tout cas, pour, Ouais. découvrir comment les choses se seront passées, d'ici là. Ah d'accord. OK, ce serait intéressant de faire ce petit suivi, pour chacun des intervenants et de voir où est-ce que ça en est. D'accord. OK Bah, je te et pour la remercie. baguette magique aussi, ça serait intéressant. Voilà. Bon, merci. Bah, merci beaucoup Laetitia. Merci à toi.